Bonjour, bienvenue au Salon des Sports sur le plateau de Sport Mag. Le Salon des Sports qui fait partie intégrante du Salon des maires. Ça se passe de mardi à jeudi, porte de Versailles à Paris, juste à côté d'Issy-les-Moulineaux. Vous allez voir pourquoi je parle de ça. Et on est ici bien sûr pendant 3 jours pour mettre à la même table les acteurs sportifs, les collectivités territoriales et puis tous ceux qui peuvent apporter des solutions à ces acteurs du sport. Et parmi eux, il y a NJ Solutions et nous avons la chance d'avoir avec nous Joël Taillardas qui est le directeur du développement en Ile-de-France pour NJ Solutions. Bonjour Joël. NJ, on sait, c'est l'énergie et c'est un vrai point en ce moment. Alors pour les collectivités territoriales, c'est un sujet très important, notamment en plus depuis ces dernières années. Notamment aussi pour les équipements sportifs, puisque on sait que les équipements sportifs, d'une part, sont vieillissants, puisqu'ils ont été construits pour une grande partie après-guerre, depuis les années 60, les équipements aquatiques, avec le plan de Gaulle qui voulait construire, qui voulait que tous les Français sachent nager. Donc il y a eu énormément de piscines qui ont été construites, je parle bien de piscines qui ont été construites dans les années 60-70, jusqu'aux années 80. Mais également d'autres équipements sportifs, les gymnases, etc. Donc c'est un parc qui est vieillissant, c'est un parc qui a quand même connu depuis quelques années de la rénovation, mais on est encore loin d'être à 100% bien sûr de rénovation sur ces équipements. Alors on va voir ça justement avec nos deux grands témoins qui sont d'ailleurs vos partenaires dans toute cette réflexion et notamment Olivier Rigoni, vous êtes adjoint à l'hygiène, à la sécurité et au sport de la ville d'Issy-les-Moulineaux, une ville vraiment en périphérie de Paris, une ville où il y a beaucoup d'équipements sportifs et comme le disait Joël, vous êtes justement dans ces villes qui ont connu un grand essor et de nombreuses constructions dans les années 60 et là vous êtes au coup d'après. Bonjour tout le monde, oui effectivement, donc Issy-les-Moulineaux c'est une ville qui a dans son ADN la restructuration permanente de ses friches, de son foncier. En 40 ans, c'est 50% de la ville qui a été transformée et qui continue à être transformée. Donc on a déjà travaillé beaucoup ces dernières années sans attendre ce que nous impose le gouvernement sur la sobriété énergétique, la rénovation des bâtiments. On a la chance effectivement d'avoir de nombreux équipements sportifs. Je rappelle quand même que sur la ville, on a 140 bâtiments publics, beaucoup d'écoles, pour ma part 22 gymnases, dont 3 équipements de pointe. On a une cité des sports de près de 10 000 m², avec beaucoup de disciplines qui sont représentées. On a un palais des sports sur lequel évolue une grande équipe, 2 piscines, qui sont des équipements importants pour les villes, puisqu'on a vu les factures augmenter de manière considérable. Et vous voyez, sur cet exemple des piscines, on en parlera peut-être comment tout à l'heure. J'en parle pas maintenant. Non, on va pas le développer, mais c'est un vrai sujet. Et c'est un vrai sujet aussi dans votre ville, à Noisy-le-Grand. Pierre Bornand, vous êtes l'adjoint au sport et adjoint au quartier. Et c'est vrai qu'on parle d'énergie, on parle du prix de l'énergie quand on est un particulier. Et c'est un volume encore complètement dantesque quand on est une commune. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est des vrais sujets aussi de crispation qu'on peut avoir. Enfin, notre piscine, elle est en délégation de service public et c'est vrai que c'est des échanges très nourris. Alors on a eu des échanges au moment du Covid sur les conséquences du Covid et là on est en plein justement dans les conséquences de la hausse énergétique et c'est vrai que c'est un vrai sujet pour les collectivités. Alors nous, nos piscines, elles n'ont pas été construites sous De Gaulle. Le centre aquatique, il a à peu près 10 ans. Il a fêté son anniversaire au mois de septembre et donc, mais en réalité, même sur un équipement qui a 10 ans, en réalité, je pense qu'on en parlera, on a des leviers justement pour contribuer à l'amélioration et mieux ouvrir, optimiser, rechercher des solutions techniques et c'est vrai qu'à la fois avec notre délégataire et tous les partenaires techniques dont NJ de notre délégataire, on arrive vraiment à pouvoir préparer de très très belles choses justement sur la sobriété. Mieux ouvrir, vous le disiez, et c'est aussi souvent mieux fermer, Joël, parce qu'on se rend compte que ces équipements, là, ils ont été conçus, souvent c'est très joli, etc., mais ce sont des passoires, il y a une perte énergivore incroyable. Alors, en fait, il y a une perte. Disons qu'il y a besoin d'énergie pour ces équipements. Alors, si on centralise, si on se concentre sur les centres aquatiques, bien sûr, il y a le chauffage des bassins, il y a le chauffage de l'ambiance. C'est quand même des gens qui sont en maillot de bain, qui sont intérieurs. On n'est pas habillé avec une doudoune. Donc forcément, il faut qu'il y ait un niveau de température qui soit acceptable. Il y a des besoins importants pour le traitement de l'eau et le traitement de l'air. C'est aussi un des points
le plus important sur les centres aquatiques, hein, c'est le traitement de l'eau et de l'air, et puis beaucoup d'eau chaude sanitaire parce qu'il y a beaucoup de douches qui sont prises. Donc, et puis ce sont des équipements qui ont été construits beaucoup avec beaucoup d'apports extérieurs en termes de luminosité, donc des grandes parois vitrées, mais ces grandes parois vitrées, forcément, c'est aussi des zones de déperdition assez importantes. Donc on voit bien qu'on a un équipement qui nécessite beaucoup d'énergie, énergie électrique, énergie thermique. Ça représente quoi pour une commune, vous qui travaillez avec les communes? Alors ça dépend en fait, hein, ça dépend, mais ça peut aller jusqu'à 20% à peu près d'un budget communal pour certaines collectivités. Donc c'est assez important. 20% des dépenses énergétiques, c'est la sur piscine. les dépenses énergiques de la commune, hein, bien sûr. Donc c'est quand même des dépenses donc assez... Comment ? Donc c'est un luxe d'avoir une piscine pour une commune aujourd'hui. Alors oui. Si elle est mal gérée. Oui, c'est pour ça que beaucoup de communes ont abandonné leur piscine. Et d'autres communes ont décidé d'abandonner la compétence aussi. C'est-à-dire que c'est pas pour s'en désolidariser, parce qu'on souhaitait maintenir cet équipement qui a une vocation sociale importante, mais on remontait la compétence notamment sur les agglos, sur les PT qui, à ce moment-là, vont être amenés à gérer 3, 4, 5, parfois 10 centres aquatiques, et donc est en capacité d'optimiser les investissements, d'optimiser les coûts énergétiques ou les coûts de maintenance. Et donc vous, chez Engie Solutions, enfin en tout cas Engie jusque-là, était un fournisseur d'énergie. Et là, la crise énergétique fait que vous êtes beaucoup plus qu'un fournisseur, vous êtes devenu un partenaire qui va chercher et trouver des solutions. Alors, effectivement, Engie a plusieurs casquettes. Une casquette de fournisseur d'énergie, bien sûr, d'un côté, que ce soit sur l'énergie fossile avec le gaz, mais aussi du biogaz ou de l'électricité. Mais une activité importante depuis déjà de nombreuses années, qui sont les services à l'énergie. C'est en gros, si vous voulez, pour résumer, c'est toute la maintenance qui va être réalisée sur les équipements, mais au-delà de la maintenance, une réflexion pour optimiser l'efficacité, la performance énergétique et l'efficacité énergétique. Ça, c'est un volant important de notre activité. Et pour ça, on va travailler avec les collectivités pour rechercher des solutions qui vont être des solutions sur la régulation des installations, sur aussi le comportement des usagers. C'est un sujet que... C'est vrai qu'on n'en parle jamais de ça. C'est vrai que l'usager lui-même a une responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on pourra agir sur le bâtiment, c'est-à-dire le rendre vertueux. Aujourd'hui, on a des matériaux qui permettent d'avoir des bâtiments qui consomment très peu. On peut agir sur les équipements, on peut agir sur le fonctionnement globalement, le comportement du bâtiment. Mais on oublie souvent l'acteur qui, lui, va être déterminant aussi, c'est celui qui va utiliser le bâtiment. Et donc, c'est important que lui aussi soit sensibilisé et formé à la bonne utilisation des énergies. Et puisqu'on parle des bâtiments, comment concrètement Engie Solutions intervient au niveau de l'optimisation de ces bâtiments? Alors, on va jouer principalement sur la régulation, une bonne régulation du système. Les réduits par exemple, l'abaissement des températures quand il n'y a pas d'occupation, si on prend le cas des centres aquatiques, mais on l'a aussi sur les gymnases, on l'a aussi sur d'autres équipements. Ce qui est important, c'est qu'en fait on chauffe, chaque kilowattheure doit être utilisé. C'est-à-dire qu'il faut qu'en fin de compte, il soit utilisé pour un usager. Donc s'il y a 10 personnes, s'il y a 50 personnes, s'il y a 100 personnes, ou s'il y en a 0 bien sûr, c'est pas pareil. Donc c'est ça le premier outil qu'on a à notre disposition pour que l'énergie qu'on va mettre au service du bâtiment usager, il soit en fonction de l'usage. Optimiser le kilowatt, c'est vraiment ça, c'est chauffer quand il faut chauffer et ne pas chauffer, mais en même temps il ne faut pas redescendre à zéro. Donc tout ça, c'est une solution que vous apportez aux communes. Alors on apporte ça et aujourd'hui on est sur une transition énergétique qui comprend également la décarbonation. Donc ce qui est important, c'est aujourd'hui et associé à la rénovation thermique des bâtiments ou à des nouveaux bâtiments qui sont vertueux. Bien sûr, aujourd'hui, on installe des équipements ENR et de récupération aussi de la chaleur. Dans les centres aquatiques, de plus en plus, on essaye de récupérer les eaux usées, par exemple. C'est en fait ces eaux qui vont partir dans les réseaux d'assainissement. Eh bien, elle va partir chaude. Et donc, on va essayer de récupérer la chaleur. Enfin, on va récupérer la chaleur pour préchauffer l'eau chaude ou On va installer des panneaux solaires photovoltaïques, par exemple, qui vont permettre, en fait, en autoconsommation, d'alimenter les équipements techniques pour le centre aquatique. Et alors, je me tourne vers vous, Olivier Rigoni. Vous, à Issy-les-Moulineaux, vous êtes déjà justement, vous avez déjà franchi cette étape de rechercher une énergie plus vertueuse. Oui,
on a de la chance, c'est lié à la configuration aussi de la ville, c'est-à-dire que beaucoup de nouveaux quartiers qu'on a mis en œuvre dans la ville, je pense au quartier du Fort, au quartier du Cœur de Ville qui vient de sortir là, ça fait 1 an qu'il est sorti de terre, on travaille sur la géothermie beaucoup. Il se trouve qu'on a donc 2 piscines. Une piscine, c'est ici les Moulineaux, c'est une ville de plaine, ça touche la Seine, ça touche bien évidemment le périphérique, et en haut c'est la campagne, c'est les coteaux. Et sur le quartier du Fort, en haut, nous avons une piscine qui a moins de 10 ans maintenant, elle est chauffée grâce à la géothermie. Voilà. Sur la piscine qu'on appelle la piscine Sevestre, qui est donc dans le bas d'ici les Moulineaux, on est connecté sur la CPCU, qui est le chauffage urbain de la ville de Paris. C'est les dernières ramifications, et là on est opportuniste depuis bien des années, puisque tous ces quartiers-là sont en chauffage urbain. Alors la facture, on l'a moins sentie sur les piscines que les villes alentours, que nos collègues qui effectivement, vous l'avez rappelé, ont dû fermer à certains endroits des piscines, parce que la facture énergétique a été multipliée par 5, 6, 7. Oui, et justement, comment est-ce que vous, Engie Solutions, vous pouvez, j'allais dire, sécuriser les tarifs pour avoir une visibilité? Alors justement, c'est en se déconnectant des énergies fossiles, c'est en se rendant indépendant. C'est vraiment ça l'objectif pour nous et pour nos clients, collectivités, mais pas que bien sûr, hein, pour l'ensemble des bâtiments, c'est de se désolidariser des énergies fossiles. Et aujourd'hui, on a à notre disposition, et notamment en Ile-de-France, hein, mais bien sûr c'est valable aussi pour le reste de la France, on a sous nos pieds une ressource naturelle qui est pratiquement inépuisable. Hein. Pourquoi? Parce que quand on fait de la géothermie, soit sur nappe, en puisage, on réinjecte l'eau. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on ne modifie pas la nappe, ou si on est sur sonde, en fait, on fait circuler de l'eau. Et notre sous-sol, vous savez, on prend 3 degrés tous les 100 mètres à peu près quand on descend en sous-sol. Ce qui fait que, naturellement, quand on va chercher la chaleur de la terre. Et ça, c'est très, très intéressant, notamment pour les équipements sportifs comme les centres aquatiques, qui sont plutôt sur des niveaux de température qui sont bien adaptés à ce type d'énergie, la géothermie. 3 degrés tous les 100 mètres, c'est ça? En fait, quand on descend la croûte terrestre, vous prenez à peu près 3 degrés tous les 100 mètres. Alors, on ne va pas descendre au noyau, hein, je vous le rassure tout de suite. Bon, on n'ira pas jusqu'à là, mais et si on va trop loin, après, il y a beaucoup d'installations qui descendent ce qu'on appelle au Dugger en Ile-de-France, c'est à peu près à 1000-1500 mètres, hein, où on a de l'eau qui est à 60, 70, 80 degrés. Donc là, qu'on puise directement. Alors, c'est très coûteux, donc on ne va pas descendre au Dugger pour une piscine ou un équipement. Par contre, on alimente des réseaux de chaleur urbains. Ça, c'est déjà ce qui se fait aujourd'hui. Alors ça existe depuis 40 ans. Hein, mais en Ile-de-France, il y a cette chance. On a cette chance d'avoir un très gros réservoir d'eau chaude sous nos pieds, qui est donc à peu près à 1500 mètres. Hein, on est au niveau jurassien. Alors voilà, ça vous parle, ça parle pour les Jurassiques, c'est 150 millions d'années, je crois, 130 ça me rappelle mes cours de biologie. Mais on peut descendre aussi à l'Albien, on peut descendre au Titanien. Enfin, il y a différentes couches géologiques où il y a de l'eau. Et cette eau, on peut la puiser. On la puise, on capte ses calories, on la réinjecte après quand elle refroidit. Il y a un quartier à Issy-les-Moulineaux notamment, quartier centre-ville, alors peut-être vous en parlerez, qui est alimenté par la géothermie. Voilà. D'accord, donc il y a 3 axes, hein, trois leviers, on va dire. Donc le verdissement de l'énergie, c'est ce dont on parle, et aussi la recherche de sobriété, on en a déjà un peu parlé, mais ça c'est un vrai axe d'amélioration. Alors la sobriété, c'est l'axe immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'on a vu là cet hiver, ce qu'on a vu quand il y a eu la crise énergétique, c'est que tout de suite, on a décidé d'abaisser la température dans les bassins, dans les écoles, dans les logements. Donc ça, c'est l'action immédiate qui permet de faire des grosses économies. Bon, mais ça, ok, c'est bien. Mais maintenant, c'est pas suffisant. Il faut s'inscrire dans la durée. Pour s'inscrire dans la durée, il faut justement rénover les bâtiments et installer des énergies renouvelables. Et donc ça, en fait, il faut le faire de façon concomitante? Alors, il faut le faire, oui, de façon concomitante, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il faut raisonner global. On a parfois, dans d'autres époques, on a raisonné de façon segmentée. Et je pense que ce n'était pas la bonne solution. Aujourd'hui, on est plutôt dans une réflexion de se dire il faut globalement traiter le bâtiment. C'est-à-dire le traiter en termes d'enveloppe, mais également d'équipement, de fonctionnement et d'utilisation. Vous voyez, on est sur une réflexion globale. Alors qu'à d'autres époques, on rénovait un bâtiment, on n'adressait pas les équipements ou les installations, ou on ne s'adressait pas au public. Donc là, aujourd'hui,
les collectivités, enfin l'État bien sûr qui pousse et les collectivités ont un raisonnement beaucoup plus global. Mais c'est plus coûteux. Eh oui, c'est plus coûteux, mais vous dites l'État qui pousse, et c'est vrai, je me tourne vers vous, Pierre Bornand, vous êtes adjoint à la mairie de Noisy-le-Grand. Aujourd'hui, il y a une réglementation qui est très incitative, c'est le moins qu'on puisse dire, même coercitive, pour que les collectivités aient cette sobriété énergétique. Ah oui, après c'est vrai que c'est quelque chose qui est attendu. On a eu des rencontres avec la ministre des Sports notamment assez récemment là, au mois d'octobre où elle a justement annoncé un certain nombre d'objectifs. Donc oui, bien évidemment, il y a une volonté de l'État qui est forte. Il y a des financements aussi qui sont corrélés à ça, même s'ils sont globalement pas suffisants par rapport à l'enjeu. Je rebondis juste sur quelque chose que vous avez dit, à savoir la baisse des températures. Pour vous dire que nous, à Noisy, ce n'est pas un choix qu'on a fait, typiquement ce choix de la baisse des températures. Et je vais juste vous expliquer pourquoi. Parce qu'en réalité, on a regardé la baisse de 1 degré, c'est 7% à peu près sur la consommation du bâtiment. Sauf qu'en réalité, vous avez un impact tellement important sur les fréquentations qu'en fait, vous venez en contradiction avec un autre objectif qui est celui de favoriser la pratique sportive. Et c'est vrai que nous, à Noisy, on n'a pas fait ce choix. On a préféré, ce que je vous disais tout à l'heure, mieux ouvrir, c'est-à-dire avoir une réflexion plus pointue sur les horaires. Le sauna, il y avait des horaires sur lesquels il n'était pas utilisé. La grotte de sel, parce qu'on a une grotte de sel à Noisy-le-Grand. On a préféré aller sur des modulations comme ça sur les horaires qui nous ont permis d'avoir de meilleurs effets. On a baissé de pratiquement 10 à 12% la consommation énergétique en ouvrant mieux, alors que si on avait baissé d'1 degré, on n'aurait fait que 7. Donc paradoxalement, moi je vous dis juste que la baisse des températures, c'est pas une fin en soi. Parce qu'en réalité, vous avez un impact relativement... Ouais. Et puis c'est compliqué pour l'usager. Et je pense que ça fait partie des choses qui sont relativement compliquées à expliquer parce que les gens vont vous dire tout de suite que c'est pour faire des économies et c'est à leur détriment. Alors qu'en réalité, en ouvrant mieux un équipement, nous, c'est vraiment là-dessus qu'on axe à Noisy. Et c'est d'ailleurs un de vos enjeux chez NJ Solutions, c'est que les solutions que vous proposez soient au pire transparentes pour la population et au mieux bénéficient à la population. Oui, alors pour rebondir, c'est vrai que je parlais d'actions rapides et immédiates, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans la durée. L'abaissement des températures, c'est parce qu'on est confronté à un problème où le coût de l'énergie est tel que la solution immédiate, rapide, c'est que le lendemain, on peut baisser d'1 degré, ça va très vite. Quand on commence à attaquer des solutions où on va rationaliser le fonctionnement, où on va travailler sur les horaires, c'est aussi un des axes bien sûr important qui va prendre peut-être un peu plus de temps parce qu'il faudra vraiment réfléchir sur c'est quoi les bonnes fréquentations, le bon niveau, quand les gens viennent, etc. C'est pour ça qu'en fait, les solutions, je dirais, elles sont à plusieurs niveaux. Les solutions immédiates, mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans la durée. Je suis assez d'accord. C'est-à-dire que la température, bon là, tout le monde est conscient que ça coûte cher, on baisse, les gens comprennent, on remontera quand on aura trouvé d'autres solutions qui permettent de s'inscrire dans la durée. C'est un peu ça la démarche en fait. Et justement, vous êtes là pour ne pas avoir à baisser la température. J'imagine, Olivier Rigoni, qu'à Issy-les-Moulineaux, c'est pareil, on n'est pas favorable et la population n'est pas favorable à baisser la température des piscines ou des équipements sportifs. Nous l'avons fait. Nous avons abaissé la température d'1 degré. Ça ne change pas grand-chose dans les faits. Je rejoins mon collègue et je partage complètement les propos tenus tout à l'heure et puis ceux que vous avez dit aussi il y a quelques minutes. Il faut non pas remettre l'église un peu au milieu du village, mais il n'y a pas de solution idéale. Qu'on soit sur une délégation de service public ou en régie, une piscine, excusez-moi, c'est un gouffre. C'est un gouffre financier, c'est comme ça. La contribution des communes, quelle qu'elle soit, elle est énorme, puisque quand on paye un prix d'entrée moyen à 3, 4, 5 euros, ça coûte en fait 4-5 fois plus à la ville. Je peux vous donner un chiffre. Je ne vous donnerai pas le budget d'Issy-les-Moulineaux, je ne sais pas si c'est secret, mais une piscine, c'est 1,5% à peu près du budget. 2 piscines, ça fait 3 ou 4%. C'est plusieurs millions de dépenses. Il ne faut pas qu'on se rende en contradiction. Fermer une piscine, c'est un acte fort. Baisser la température, c'est un acte fort aussi. La contradiction, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ne savent plus nager. Ou moins nager. On a des noyades. Voilà. Donc il faut remettre les gens dans les piscines, bien évidemment. Oui, et c'est aussi un loisir sportif doux pour ceux qui ont des problèmes, etc. Donc il faut avoir une piscine, c'est vrai, mais parfois c'est un vrai luxe. On le voit hein, quand on entend nos amis qui sont
des élus, il faut gérer le budget d'une commune et vous arrivez avec des solutions qui parfois demandent des investissements. Alors quelles sont vos solutions pour que ces investissements soient plus doux pour une commune quand ils sont obligatoires à moyen terme? Alors, bon, il y a deux choses. Je parlais tout à l'heure des piscines qui ont été créées, les 1000 piscines, enfin bon là, il y a quelques décennies. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, le service qui est proposé par la collectivité, c'est plus seulement, alors bien sûr c'est essentiel, on l'a évoqué, il faut que les enfants apprennent à nager, il faut que ce service qui a une dimension sociale, qui a une vocation sociale, existe, éducative, sociale et autres. Mais c'est vrai qu'un des moyens, alors je ne vais pas dire d'équilibrer, parce que bien évidemment on en est loin encore, mais quand même d'arriver à réduire, on va dire, un peu cette charge, c'est de transformer une piscine en ce qu'on appelle un centre aquatique. Alors c'est vrai que de plus en plus, les collectivités décident donc d'agrandir dans le cadre d'une rénovation, notamment, justement, on parlait de rénovation thermique, et puis d'offrir des services annexes, enfin des services connexes qui vont être des services de remise en forme, des services le sauna, etc., qui permettent quand même d'être sur une autre politique tarifaire, bien évidemment, que celle qui est complètement sociale, qui est pour les enfants. Et ça, quand même, ça permet d'avoir des recettes complémentaires, des recettes annexes qui vont diminuer la facture pour les collectivités. Donc ça, c'est un des leviers aussi quand même de revisiter le service qui est proposé, parce qu'en plus ça permet d'assurer de la fréquentation, parce que quelqu'un qui va aller à la remise en forme, il va peut-être aller aussi dans le bassin. Ouais. Vous voyez, donc en fait on élargit en fait l'offre, et ça c'est quand même intéressant. Ça a permis pour certains centres aquatiques, enfin peut-être les élus pourront confirmer, d'avoir une vraie dynamique sur des piscines qui pendant très longtemps étaient un peu réservées aux scolaires. Bon, ouais, je caricature, mais pas loin. Et c'est vrai que le privé est arrivé, le secteur privé, en proposant justement des centres aquatiques. Et en fait, vous ne créez pas un besoin supplémentaire, vous êtes juste en train de capter avec vos centres aquatiques le public qui est allé dans le privé. En fait, c'est ça. C'est vrai qu'on a cette nécessité d'avoir une piscine pour une municipalité. Et à côté, on a des espaces aquatiques privés qui, eux, se font de la marge, qui, eux, se font des bénéfices. Clairement, on vient, vous l'avez dit, je ne vais pas paraphraser ce qui a été dit, on est dans du service à la population, dans la santé aussi quelque part, avec le sport bien évidemment, je le mettrais même peut-être à un niveau avant. Si dans une infrastructure, on peut optimiser, aller chercher des recettes complémentaires en amenant une offre bien évidemment à la population, et il y a des piscines qui sont orphelines de par la nature de leur équipement, d'autres qui permettent d'amener effectivement des saunas, des espaces de gym, des espaces de musculation, et qui amènent une offre complémentaire à simplement de la piscine de manière sèche. Et là, avec une augmentation énergétique évidemment, parce qu'il faut rajouter un peu, mais pas dans la même mesure. Il y a un côté qui peut être pervers, enfin pervers, je ne sais pas si c'est le terme approprié, mais c'est-à-dire qu'on a vu aussi naître des bassins extérieurs, on a vu aussi naître un certain nombre d'installations qui bien sûr sont intéressants, et j'en viens sur l'utilisation que vous évoquiez tout à l'heure, c'est que les bassins extérieurs en hiver, je pense que c'est une aberration. On a le sujet aussi avec des patinoires. Bon, je ne sais pas, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai aussi le cas avec des patinoires qu'on gère pour des collectivités, où en plein mois d'août, en pleine canicule, je pense que c'est pas raisonnable de maintenir de la glace. Voilà. Donc on a des débats actuellement, mais sauf que c'est compliqué parce que cette patinoire elle a aussi une vocation sociale. Et il y a aussi des enfants qui viennent avec des clubs, etc. au mois de juillet dans la patinoire. Mais c'est toute cette réflexion que je pense qu'on doit mener collectivement pour se dire c'est quoi le bon, où on place le curseur. Dans et est-ce qu'en tant que citoyen, en tant qu'usager, on est d'accord pour dire je ferai du patinage en hiver et je ferai de la natation en été. De la même façon qu'un skieur ne va pas skier au mois d'août. Il y a un moment, on a cette même réflexion avec les fruits et légumes, en disant on va prendre les fruits de saison parce que c'est pour la planète, c'est meilleur. Et il y a peut-être cette réflexion aussi, mais ça, c'est l'affaire de tous. Mais je ne sais pas si vous avez... Moi, j'irai un petit peu plus loin sur ce que vous venez d'évoquer. Est-ce qu'avoir plusieurs patinoires dans des villes qui sont côte à côte, ça a un intérêt? Alors, à Paris, nous sommes effectivement regroupés dans la métropole du Grand Paris, et puis il y a donc des territoires, des établissements publics territoriaux. Il faut peut-être réfléchir au niveau de la métropole ou de l'Île-de-France, je ne sais pas quelle est l'instance politique qui peut décider ou réfléchir sur le sujet, mais de se dire voilà, on va localiser des infrastructures sportives et permettre aux communes de se regrouper. Mais oui, c'est aberrant d'avoir une patinoire, vous l'avez dit, en été, c'est aberrant d'avoir 2 patinoires côte à côte. Sachant qu'après, quand même, c'est pas la même nécessité de service public. Enfin, comparer une patinoire et une piscine, si vous voulez, enfin, vous êtes
probablement, dans le courant de votre vie, vous êtes très certainement beaucoup plus exposé au risque de noyade qu'à quelconque risque par voilà. Donc potentiellement, et c'est un vrai sujet, alors ça a été dit tout à l'heure, mais quand on voit qu'entre 40 et 50%, moi je parle en Seine-Saint-Denis, 40 et 50% de nos collégiens ne savent pas nager, en réalité ça veut dire que quand ils partent en vacances ou même parfois, on peut tout à fait être exposé justement à ce risque de noyade, et il y a un vrai enjeu pour les collectivités, et c'est aussi pour ça qu'on se bat pour pouvoir garder nos piscines. Alors nous on n'a pas de patinoire, donc ma foi, de patinoire non plus. On laisse ça aux voisins, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment l'objectif. Oui, tout à fait. On a donc, on l'a dit, des contraintes réglementaires. On a aussi des lois qui sont là aussi pour vous aider, vous Engie Solutions, vous également les communes, notamment une loi en mars qui a permis un financement différent, ou en tout cas avec une chronicité différente, alors que pardon, parce qu'on est au Salon des Sports. Et alors regardez, là on a les mascottes, voilà, les mascottes des Jeux Olympiques qui sont derrière nous. Bonjour les mascottes, vous pouvez faire un petit coucou à Sport Mag, on est en direct. Voilà. Bonjour la mascotte, très bien. Alors pardon, on revient à notre sujet. Joël Taillardas, je dis ça parce que je sais qu'Engie aussi est partie prenante bien sûr dans les Jeux Olympiques. Donc vous avez depuis mars une loi qui vous permet de financer différemment tous ces investissements. Alors bon, il y a plusieurs véhicules contractuels qui existent. On l'a vu, on a parlé de délégation de service public, c'est des choix de la collectivité d'externaliser. Il y a des régies municipales aussi qui existent, il y a encore beaucoup d'équipements qui sont en régie municipale, et donc il y a un panel, alors peut-être pas un panel, mais bon, il y a quand même quelques contrats qui existent, et notamment il y a un contrat qui est assez intéressant, donc c'est le contrat de performance énergétique qu'on connaît maintenant quand même depuis quelques années, bon, qui a porté plusieurs noms, et en fait ce qui est une des difficultés qu'avaient certaines collectivités, si vous ne voulez pas aller vers le contrat de délégation de service public ou les PPP qui ont eu parfois une assez mauvaise presse, et bien dans le cas des contrats de performance énergétique, c'est la collectivité qui supportait l'intégrité des investissements. Et donc l'État a souhaité aménager donc cette disposition pour permettre aux collectivités d'externaliser aussi l'investissement auprès de l'opérateur qui va donc se positionner pour apporter via des actions de performance et d'une garantie sur l'énergie via le tiers-financement. Donc ça, c'est une loi. Donc on transforme l'investissement, enfin le budget d'investissement en budget de fonctionnement. Alors il y a des collectivités qui, bien sûr, qui ont la capacité d'investir, c'est-à-dire qu'en fait l'équilibre entre les budgets de fonctionnement et les budgets d'investissement, ils n'ont pas de souci par rapport à ça. D'autres collectivités, pour d'autres projets, ont souvent utilisé une bonne partie de leur budget d'investissement et n'ont pas la capacité de rénover comme ils le souhaiteraient de façon assez rapide. L'idée, c'est d'accélérer. C'est toujours pareil, c'est un accélérateur. Oui. Une collectivité peut, sur son plan pluriannuel, reporter à 2, 3, 4, 5 ans la rénovation, par exemple, thermique de son équipement. Mais voilà, elle ne le fera pas donc, de façon immédiate. Grâce à ce véhicule contractuel, ça permet très rapidement, en externalisant ce financement, via ce tiers-financement en fait, eh bien d'accélérer la rénovation, et elle conserve, par rapport à une délégation de service public, elle conserve bien sûr la maîtrise d'ouvrage complète de son équipement. C'est un peu technique, mais j'imagine que du côté des communes, que ce soit à Noisy-le-Grand ou à Issy-les-Moulineaux, ça compte en effet au moment du conseil municipal, quand on dit voilà, il y a un investissement à faire, c'est obligatoire parce que sinon on ne s'en sortira pas et on finira par fermer la piscine, de dire il y a moyen de rénover, il faut rénover, et on a un moyen en effet de financement plus doux, on va dire, pour les administrés, notamment pour les impôts fonciers dont tout le monde parle. De toute façon, après, là-dessus, les collectivités aujourd'hui, sans faire de jeu de mots, elles font feu de tout bois en réalité. C'est-à-dire que quand on voit... après, là où il y a une contrainte plus importante pour nous, c'est quand même en fonctionnement. C'est-à-dire qu'une collectivité, à l'inverse du budget de l'État, nous, on est soumis par la règle d'or. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en tout cas en fonctionnement, dépenser plus que les recettes. Alors qu'en investissement, c'est un petit peu différent. On peut quand même fonctionner sur une partie de dette. Après, il y a de la bonne dette. Quand on est sur de la dette d'équipement, généralement, on parle plus de bonne dette. Mais pour vous donner une idée, nous, chaque année, sur un centre aquatique qui, je le dis, vient de fêter ses 10 ans, on investit entre 200
et 320 000 euros par an vraiment fléchés sur des dépenses liées à notre piscine. Donc c'est sûr que c'est un vrai sujet. Et puis ensuite, après, il y a toute la partie que le délégataire va justement porter avec tous ses partenaires techniques et toutes les solutions nouvelles qui peuvent être trouvées. Moi, c'est vrai que dans le cadre du nouveau contrat qu'on vient de négocier du coup avec notre délégataire, c'est vrai que les solutions techniques qui étaient proposées, notamment par Engie en l'occurrence, nous permettent vraiment de pouvoir anticiper des choses sur comment est-ce qu'on traite mieux la nuit parce que c'est moins cher. Enfin, il y a vraiment plein de choses justement, et c'est l'une des raisons pour lesquelles on a choisi ce délégataire-là. C'est aussi parce que les solutions techniques qui sont proposées d'amélioration du bâtiment étaient vraiment déterminantes. Alors que tout le monde comprenne bien, le délégataire, c'est celui qui va s'occuper de tout avec Engie et la commune et d'autres prestataires. C'est l'entreprise à laquelle la ville va confier une mission de service public avec un certain nombre de contraintes et un certain nombre de suggestions. Voilà. Et la ville, bien évidemment, puisque structurellement, on ne gagne pas d'argent sur ce type d'activité, la ville viendra compenser l'activité de la société qui, par définition, est à perte. Et donc Engie Solutions, vous êtes avec le délégataire au service de la commune. Alors en général, donc nous, on n'a pas vocation à porter l'activité commerciale, bien sûr, hein, c'est pas notre cœur de métier. Donc on va être en groupement avec un opérateur qui lui va porter l'activité commerciale. Nous, on va porter la gestion patrimoniale des équipements, du bâtiment, en garantie totale parfois, et donc aussi adossé à des investissements, notamment si on prend le cas d'un Infea. En fait, on est sur une refonte d'un certain nombre, la filtration notamment, mais pas que, hein, refonte donc des investissements assez importants qui sont réalisés avec la collectivité pour améliorer justement la performance de l'équipement. L'idée, c'est de trouver des solutions qui permettent de diminuer la facture énergétique. Donc c'est encore en cours, hein, on est encore en train de travailler parce que c'est tout récent en fait. Ouais. Hein. Mais donc on a prévu dans le cadre de la délégation auquel on a répondu avec la collectivité un certain nombre d'investissements qui vont permettre d'optimiser les temps de fonctionnement et surtout d'agir sur l'équipement. Il y a un aspect important dans les centres aquatiques et sur lequel on travaille énormément aujourd'hui, c'est de tout ramener aux baigneurs. C'est de se dire, ce que j'évoquais tout à l'heure avec la fréquentation, mais de se dire, un baigneur, en fait, il consomme de l'eau, il faut la chauffer, il faut la traiter, etc. C'est comment on arrive à trouver que ce baigneur, on va dire, il consomme le moins d'énergie possible. C'est un peu sur les sujets sur lesquels on travaille aujourd'hui. Le moins d'énergie et le moins d'eau. Alors, ce n'est pas le sujet ici, parce que Engie, vous n'êtes pas opérateur d'eau, mais on sait aussi que c'est une autre contrainte. C'est un très gros poste. Hein. Il y a de l'évaporation naturelle sur les bassins. Alors, je ne parle même pas des bassins extérieurs. Ouais, non, mais bon, il y a l'évaporation naturelle sur les bassins, mais également il y a les douches. On impose, donc ça fait partie des sujets d'hygiène. Hein. Je me tourne vers les lieux à l'hygiène, mais ça, c'est un sujet important. On impose que tous les personnes qui viennent, ce qui n'est pas forcément un réflexe, hein, la douche, le pédiluve. Mais donc quelque part, vous voyez, on impose des choses, mais qui sont énergivores. Donc c'est tout le paradoxe, on va dire. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour que cette énergie soit la mieux utilisée possible. Et alors tout à l'heure, on dit oui, on a commencé d'ailleurs cette émission en disant oui, dans les années 60, on a fait un peu n'importe quoi, on ne va pas faire le procès. On n'a pas dit ça. Non, mais en tout cas, on n'avait pas les mêmes... On a répondu à une urgence de l'époque. Voilà, à une urgence. Peut pas juger. Et puis il n'y avait pas les mêmes enjeux, il n'y avait pas le même contexte. Mais qu'est-ce qui fait que dans 50 ans, il n'y aura pas une émission au Salon des Sports qui dira oui, mais attendez, ce qu'ils ont fait en 2023, ça ne va pas, etc. Vous avez construit les Nymphéas donc, avec Engie Solutions et votre délégataire. C'était il y a 10 ans. Est-ce que la durée de vie d'un équipement sportif comme une piscine, aujourd'hui, c'est quoi? C'est 20 ans? C'est 30 ans? On se dit que dans 20 ans, ce sera déjà un peu obsolète ou... En réalité, tout dépend un petit peu comment vous l'avez conçu et ça dépend un petit peu du cahier des charges au départ. C'est-à-dire que nous, par exemple, le fait qu'on ait fait le choix d'une chaufferie biomasse sur la piscine, c'était, et puis chaufferie biomasse qui chauffe à la fois la mairie et la piscine, puisque les deux équipements sont voisins, ça, c'est un choix très opérant qui a été fait et je pense que c'est un choix sur le long terme qu'on ne regrettera pas. Alors, il y a d'autres choix techniques qui sont peut-être moins efficients. Après, globalement, moi, je pense qu'à partir du moment où vous entretenez bien, ce qui est déterminant, c'est la capacité que vous avez à entretenir votre bâtiment. Je le disais, il faut absolument... Vous avez un équipement qui a 10 ans, là aujourd'hui on est à peu près à jour en termes de dette technique, on a investi ce qu'il faut et il faut surtout que si on veut pouvoir qu'elle soit en bon état dans 10 ou dans 20 ans, ce qui est déterminant c'est de continuer à investir, de maintenir un haut degré d'exigence vis-à-vis du délégataire, vis-à-vis des partenaires techniques aussi, pour qu'on soit toujours dans cette logique de on s'améliore chaque année.
Et c'est vrai que voilà, la société, la technologie, elle évolue. Et c'est vrai que plus on a des partenaires efficients, plus on arrive à maintenir le centre à un bon niveau, de manière à ce qu'on n'ait rien à regretter a priori d'ici 10 ou 20 ans. Oui, pareil, ici les Moulineaux. Oui, je voudrais rebondir. Je crois que ce qui est très important, c'est de mettre en œuvre une vraie stratégie de planification. C'est bien de regarder dans le rétroviseur et dire c'est pas bien ce qu'on a fait hier, oui c'est peut-être pas bien, mais ce qui est important c'est ce qu'on va faire demain. Donc c'est d'avoir une posture qui permet d'avoir des outils, de pouvoir piloter, de pouvoir s'adapter, de pouvoir corriger. Après, il y a deux stratégies, on l'a dit, on fait une délégation de service public avec un opérateur qui va porter, qui va amener des services, qui va gérer, en s'associant avec bien évidemment des spécialistes pour la partie technique. Et puis il y a le fait de pouvoir le faire en régie, il n'y a pas d'incompatibilité entre les deux. C'est un choix de la ville, de faire ou de ne pas faire avec des régies. Il faut aussi avoir des ressources. C'est souvent le problème aujourd'hui des collectivités. On fait de la DSP parce qu'on va rechercher peut-être de l'économie, de l'optimisation, mais aussi parce qu'on n'a pas les ressources. 2 piscines, c'est 50 personnes. Ouais. 50 agents. On a 1000 agents dans la ville d'Issy-les-Moulineaux. Vous voyez, donc on est à 1000 agents. Ça, c'est notre maire s'enorgueillit d'avoir le même nombre d'agents depuis qu'il est maire de la ville, c'est-à-dire 7 mandats. Donc vous voyez, c'est beaucoup. Il y en a qui sont là depuis 40 ans. Ils commencent à partir, bien évidemment, et au même titre qu'on fait du renouvellement du foncier, on fait aussi du renouvellement des agents. Mais voilà, je crois que c'est important, c'est la planification et la réversibilité. C'est toujours d'avoir une posture qui permet de corriger et de s'adapter. Nous, on aura peut-être le temps, on a une task force pour ça ici, les Moulineaux. Hein, on a une équipe qui a un schéma directeur et qui réfléchit, qui mesure en permanence et qui adapte. Et ça, j'imagine que ça a fait écho chez vous, Joël, chez NJ Solutions. Vous apportez aujourd'hui une solution en 2023 à la commune, mais vous continuez toujours à chercher la solution de demain? Alors, il y a les deux sujets qui sont évoqués. Ce qui est vraiment très important, j'en reviens, c'est l'entretien qu'on va faire sur du patrimoine. Ça, c'est fondamental parce qu'on a connu des époques où on construisait et puis derrière, les coûts d'entretien étaient minimaux. Ouais. Et donc, en fin de compte, ça, c'est fondamental que les équipements soient correctement entretenus. Donc, il faut les intégrer au projet de départ. Il faut les intégrer au projet de départ. C'est en fait, effectivement, on doit être sur un plan pluriannuel de renouvellement de matériel, d'optimisation de matériel, parce que c'est pas que simplement le renouvellement, parce que quand on part même sur une délégation de service public, mais c'est pareil sur d'autres types de contrats, on fait une photographie à un moment donné, là on parlait de biomasse, mais la biomasse, même sur ce site-là, peut-être que dans 15 ans, elle sera moins adaptée. Donc ça veut dire que quelque part, il faut se laisser la possibilité de revisiter aussi les choix qu'on a faits 4 ans, 5 ans, 10 ans en amont, parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est apparue, parce que on prend le cas des énergies renouvelables comme le photovoltaïque. On a été amené sur certains équipements à remplacer des panneaux photovoltaïques et pourtant n'avaient pas fait toute leur durée de vie, qui avait une dizaine d'années, parce qu'aujourd'hui, il y a des produits qui sont 2, 3, 4 fois plus performants. Et donc, c'est plus intéressant parce que l'économie générée, quelque part, rembourse en fait cet investissement. Donc vous voyez, il faut laisser cette opportunité, y compris dans les délégations de service public, parce que souvent, dans le cas de la délégation, eh bien, on est un peu figé dans le temps avec cette photographie à un moment donné. Moi, je pense que dans la délégation, il faut être sur un schéma où l'opérateur qui va répondre va proposer une amélioration continue. C'est-à-dire qu'il faut que même si à un moment donné, il y a des économies, avec la collectivité, on les réinjecte, on réinvestit, de façon que quelque part, le bâtiment, l'équipement, eh bien, il avance avec son temps. Il devient, au fur et à mesure des années, de plus en plus vertueux. Ce qui fait que quand on rend les clés, nous opérateurs, au bout des 20 ans, parce que souvent ça va être 15, 10, 15, 20 ans, eh bien on a un équipement qui, en fin de compte, qui est toujours d'actualité. Ouais, parce que vous avez corrigé le tir, comme disait... Alors ça, et là je lance en fait la balle sur les collectivités, et ça impose qu'aussi la collectivité soit extrêmement concernée et soit à l'écoute de ce qui se passe. Alors voilà, je ne veux pas jeter la pierre mais c'est important, là vous parliez d'une commission que vous avez réalisée, et c'est important parce que nous on a besoin, on parle de partenariat, alors le terme parfois est galvaudé, mais je trouve que c'est dommage parce qu'en fait, nous on a un opérateur, on a besoin d'être partenaire, c'est en fait se dire ensemble, on va gérer votre équipement dans le temps pour qu'il dure. Et vous nous le confiez, vous ne devez pas vous en exclure quelque part. Oui. Et alors il y a un problème de temporalité parce que votre maire, ici les Moulineaux, il est là depuis 40 ans. À Noisy-le-Grand, il est là. C'est combien de mandat? Deuxième mandat. Vous parlez de contrat de 20 ans. Un maire, sauf M. Santini, il n'est pas là pour durer 40 ans. Donc lui, ce qu'il veut, c'est peut-être rendre une copie là, plus immédiate. Donc c'est ça aussi la problématique, c'est que vous, NJ Solutions, vous voyez à 20 ans, quand le maire, lui, peut-être se dit, bon, est-ce que je serai là encore dans 5 ans ou dans 6 ans? On n'est pas là pour commenter
la durée de vie des élus. Si le maire est réélu, c'est que c'est un bon maire. Et il y a plein d'endroits où vous savez que c'est le mandat préféré des Français, on nous le dit à la télé, on le répète, c'est le mandat le plus dur aussi, certainement. Je pense qu'on partage ça entre collègues, c'est pas facile. Et au sport, c'est bien. Hein. Oui. Les week-ends, on a renoncé à tout principe de week-end. Oui, mais ce que je voulais dire, c'est que vous, Engie Solutions, vous êtes là justement sur le moyen terme, le long terme. Le temps long est important. On est là pour nos populations, pour mettre en œuvre les bonnes stratégies et qu'elles puissent s'adapter, bien évidemment, au fil du temps. Mais c'est pas incompatible parce qu'à partir du moment, parce qu'après, on peut faire de la politique, sur plein de choses, mais on ne fait pas de politique, à mon sens, sur la gestion d'un équipement. Donc, si on a pris à l'instant T, on a négocié, nous, collectivités, nous, donneurs d'ordre, le meilleur contrat possible avec notre délégataire ou ses sous-traitants, en réalité, la décision qu'on a prise, si elle a bien été négociée, elle peut s'appliquer au maire d'après, qui soit d'une couleur politique autre. Donc, en réalité, c'est pas tant un sujet. Ce qui est déterminant, en effet, c'est la capacité à accompagner, à être à l'écoute et que voilà, les prestataires ou en tout cas nos délégataires soient aussi à l'écoute des retours des collectivités. Mais ça se passe bien. On vit ces dernières années dans un monde qui est différent. Alors, on ne va pas commenter l'actualité depuis quelques mois ou depuis quelques années, mais dans l'économie, il y a des constantes. Quand il y a des crises, on revient à une espèce de normalité. On voit que depuis la Covid, on revient à rien du tout. Ouais. Les constantes, elles ne sont pas là. Donc encore plus, il va falloir s'adapter et savoir s'adapter avec, c'est ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est la contrainte climatique. C'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête. Je ne sais même plus si on l'a sur la tête maintenant. On commence à l'avoir au bord de la gorge. J'imagine que du côté des collectivités, quand on entend Engie Solutions qui dit nous, notre mission, c'est que dans 20 ans, à la fin de notre contrat, l'équipement soit encore opérationnel et soit encore au top, j'imagine que vous, ça vous rassure totalement. C'est de se dire, en effet, ils ne sont pas là juste pour signer le contrat et après on ne voit plus personne. C'est ce que vous attendez, j'imagine, d'un prestataire. Et là, au-delà du délégataire, c'est qu'il soit là au quotidien ensuite avec vous et pas seulement au moment de la signature du contrat. Mais c'est le cas, parce qu'en réalité, on a plein d'instances de discussion potentielles. Alors nous, elles sont faites par le délégataire, puisque la ville a délégué, mais je sais qu'il y a des échanges très nourris entre Engie et les Nymphéas, du coup, par rapport à notre centre aquatique à nous. Nous, en réalité, ce qui est important, c'est que la collectivité soit à l'écoute, investisse au moment où, si vous voulez, quand on a un signal d'alarme, que ce soit du délégataire ou que ce soit de l'ensemble de nos prestataires techniques, il faut qu'on soit en capacité de répondre et de débloquer ce qu'il faut débloquer à l'instant où il faut le débloquer. Quand vous avez une pompe sur un des systèmes de filtration qui est en train de lâcher, il n'y a pas de débat. En réalité, on voit avec le directeur des finances, il faut 50 000. Les 50 000, ils sont débloqués. Ce qui parfois est compliqué pour les entreprises, c'est que les délais dans une collectivité sont longs, sont compliqués. Ça ne se passe pas forcément du jour au lendemain. Ça passe par tout un système de validation. Mais en réalité, je pense que quand il y a une urgence technique, il faut que le propriétaire de l'équipement soit au rendez-vous et nous, c'est ce qu'on essaye de faire systématiquement sur l'ensemble de nos équipements, en se servant bien évidemment de tous les outils qui sont à notre dispo, quoi. Et ils existent, les outils existent, les solutions existent. Alors on a commencé cette émission en faisant un état des lieux qui est en effet un état des lieux assez alarmant. On a aussi une crise énergétique, mais vous me le confirmez, vous nous le confirmez, Joël, on a des solutions aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est un peu la vertu d'une crise. C'est qu'en période de crise, on a encore plus d'urgence à trouver des solutions et c'est ce qui se fait en ce moment. Oui, ce que je disais tout à l'heure, les crises souvent ce sont des accélérateurs, hein. On le sait tous. Hein. Bon, après la prise de conscience, elle existait déjà quand même depuis un certain temps. On n'est pas en train aujourd'hui de prendre conscience qu'il y a une crise énergétique, on a des dépendances fossiles, etc. Enfin, je ne vais pas revenir sur tous les nombreux débats. Mais c'était de l'ordre du fantasme, c'était l'ordre de la dystopie, en disant oui, un jour ça va arriver. Bon, ça y est, c'est là. La difficulté, c'est le porte-monnaie. Enfin bon, je ne vais pas vous faire. Donc c'est pour ça qu'en fait, et je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que je pense que les collectivités, mais pas que les collectivités, ont besoin que l'État les soutienne en fait, hein, parce que c'est bien gentil d'imposer des décrets. Alors je me fais un peu votre avocat. Mais bon, si derrière les collectivités ne sont pas en capacité de pouvoir investir, parce qu'elles ont beaucoup d'autres choses à investir, eh bien, elles n'y arriveront pas. Et c'est au détriment du service public, c'est au détriment du confort des usagers, des administrés, etc. Donc ça, c'est important aussi que l'État comprenne, mais il le fait, hein, mais bon,
je pense que vous attendez plus sûrement de l'État, qui les accompagne pour tous ces changements. Voilà. Mais en tout cas, moi je pense qu'en tout cas les solutions technologiques, les solutions quand même contractuelles existent, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de véhicules qui existent, on l'a évoqué. Maintenant, il faut effectivement que je pense que l'État soit peut-être encore plus présent auprès des acteurs comme les collectivités pour les aider dans la rénovation de leurs équipements. Et Engie Solutions est là également pour vous accompagner, vous les communes, et nous permettre, nous les administrés, les usagers, de continuer à pouvoir aller à la piscine. On parlait de la patinoire tout à l'heure, on s'est focalisé sur la piscine parce que c'est emblématique, mais on a bien sûr tous les équipements sportifs qu'il faut chauffer, qu'il faut isoler, et là aussi Engie Solutions est là. Merci beaucoup, merci à vous, que ce soit Olivier de la mairie d'Issy-les-Moulineaux ou Pierre de la mairie de Noisy-le-Grand. Merci d'être venu nous donner votre témoignage d'élus avec Engie Solutions. Merci Joël. Merci. Merci à toutes les équipes aussi d'Engie Solutions, Île-de-France et nationale, de nous avoir permis de réaliser cette émission. Et puis bon courage parce que nous sommes ici au Salon des Sports, au Salon des Maires. C'est là où tout se fait. Donc bon courage et bon salon. Merci à tous.